Nicolas, comment tu es arrivé dans ce métier? Alors, je suis arrivé dans ce métier en rêvant d'être comédien. Voilà, j'étais un piètre comédien, mais conservatoire de région et tout. Et par contre, j'avais plutôt, j'étais un bon metteur en scène, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'arrivais bien à embarquer les gens avec moi. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de théâtre universitaire. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, de me retrouver dans un petit théâtre à Dijon et d'être l'objecteur de conscience en même temps que je faisais mes études. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans cet univers, plutôt du côté de la mise en scène, donc. Et puis, à côté, je faisais des études de droit public, économie, etc., etc. Tu voulais toujours faire... Ah bah, je voulais faire ça, mais mes parents me disaient, bah non, il faut que tu aies comme les études, tu vois, t'es pas si mauvais que ça, tu devrais continuer. Voilà, donc j'ai continué, jusqu'à faire ça s'appelait un DESS à l'époque, c'était un bac plus 5, autour de développement local et culturel, c'était à Reims. Et tout de suite en sortant, on m'a proposé de m'occuper d'une billetterie d'un festival. Et après 6 mois, j'étais administrateur du festival, administrateur des théâtres de Troyes. Et puis petit à petit, comme ça, j'ai appris le métier. Voilà. Et après, je me suis retrouvé ici même, dans ce lieu. C'est pour ça que je travaille à ce moment-là ici, au Jeune Théâtre National. J'étais un jeune administrateur, j'ai une trentaine d'années. Et j'ai eu la chance de rencontrer toute une génération de comédiens qui sortaient du Conservatoire National de Paris et puis du Théâtre National de Strasbourg. C'était la génération Laure Calamy, Vincent Macaigne, Cyril Dest, Julie Berès, voilà, et on avait à peu près le même âge, et on avait un théâtre ici, voilà, extraordinaire. Tu n'es pas frustré en tant que metteur en scène, comédien, ou tu trouves que c'est ta place d'être un directeur? Moi, j'ai vraiment trouvé ma place de directeur, j'ai jamais eu aucune frustration. Je suis hyper heureux, voilà, ça m'a permis de rentrer et de comprendre aussi ce que c'était que d'être un artiste. Et non, j'ai aucune frustration. Donc, et tes parents, ils étaient pas trop pour que tu rentres dans le métier? Ah, pas du tout. Le rêve de mon père, c'était, moi, je suis un petit-fils de paysans, de gens très pauvres, de femmes de ménage, voilà, et mes parents qui deviennent enseignants, grâce à la République, à cet ascenseur social, l'école normale, ça s'appelait à l'époque. Tu as des enfants? Ils sortent de ça, et le rêve de mon père, c'est que je sois fonctionnaire, et que je rentre dans ce qu'on appelle la territoriale, c'est-à-dire fonctionnaire dans une collectivité locale. Et j'ai une fille, voilà. Alors, bizarrement, elle est très attirée par le chant. Donc, est-ce que tu l'encouragerais justement pour ce métier-là? Alors, si elle n'écoute pas ce truc, non. Si elle l'écoute, oui. Ah, c'est très ambigu, bien sûr que c'est compliqué aujourd'hui. Le métier est difficile, dur, il y a toutes les frustrations, toute l'amertume qu'on peut en retirer, parce que pour un qui réussit et qui peut en vivre, tout simplement, beaucoup ne peuvent pas accéder à cette liberté de pouvoir vivre de son art. Et c'est comme, il me semble, en tout cas, cette grande exception culturelle française, si on veut discuter un peu autour de ça, c'est quand même de pouvoir vivre de son art. C'est ce qui me semble essentiel. Et cette intermittence du spectacle, ces grandes écoles, et tout ce réseau incroyable de théâtre sur le territoire français. Est-ce que c'est une exception française, excusez-moi, l'intermittence? Alors, il y a d'autres pays qui essayent. En ce moment, la Belgique est en train d'essayer dans une nouvelle forme d'intermittence, l'Espagne également, etc., etc. Mais quand même, on a été le premier à soutenir les artistes à cet endroit de l'intermittence. C'est-à-dire que la société prend en charge une partie de la création artistique, quand même, qu'on le veuille ou pas, même si c'est un travail invisible qui est rémunéré, mais c'est bien, en tout cas, la collectivité qui, au final, prend en charge cette idée de vivre de son art. Voilà. Oui, je crois que c'est très, très, très spécifique à la France. Alors maintenant, tu es directeur, on peut dire, d'une scène nationale, c'est ça? C'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est une scène nationale? Alors, une scène nationale, c'est déjà une scène pluridisciplinaire. On fait du théâtre, de la danse, de la musique, des expos, du cinéma, etc., etc. Au départ, c'est plutôt des scènes de diffusion artistique, voilà, créées dans les années 80 pour irriguer le territoire sur la création qu'on appelle contemporaine, mais je trouve ça un peu débile, parce que la création, elle est forcément contemporaine. Je vois pas bien en tout cas, autour de la création, voilà, d'avoir des lieux qui puissent diffuser l'art où qu'on soit dans le pays. Plutôt pour des petites villes, des villes moyennes,
Voilà. Et puis petit à petit, c'est sur des villes plus importantes. Donc c'est un réseau de 78 scènes sur tout le territoire français et outre-mer. Et voilà, ce sont des lieux avant tout de diffusion pluridisciplinaire, mais également c'est devenu des lieux de production pour certains. D'accord. Alors, est-ce que tu peux considérer ça comme un réseau en soi-même? Alors, c'est un réseau. C'est un réseau. Est-ce que c'est un réseau fermé? C'est un réseau ouvert. Si on parle d'art, il faut forcément que ce soit ouvert. Voilà. Non, c'est très ouvert et en relation avec les centres de vaccination, avec les CN, les centres chorégraphiques, avec le monde du cirque, avec vraiment tous les univers, parce que c'est des scènes pluridisciplinaires. Donc forcément très ouvertes. Et puis ouverte aussi sur la collectivité, oui, l'échelon des collectivités locales, puisque c'est un partenariat entre l'État et des collectivités locales. Donc c'est extrêmement ouvert, parce que vous savez, un maire, un président de l'agglomération, il va être attaché à son théâtre, il va avoir envie de comprendre pourquoi il le finance, et nécessairement que ce lieu soit le plus ouvert possible. Donc, est-ce que pour le financement d'un lieu pareil, avec toute ton équipe, c'est une partie de la ville ou c'est l'État, les recettes? Comment ça fonctionne? Alors les chiffres sont extrêmement transparents, puisque nous, c'est un établissement public de coopération culturelle. Donc, le label, c'est national. Le statut juridique, c'est un établissement public. Donc, le financement sur un budget de 5 millions d'euros, c'est à peu près 2 200 000 euros de la collectivité principale qui est le Grand Chalon, donc l'agglomération. Après, il y a l'État, à peu près 800 000 euros, 3 millions d'euros. Ensuite, comme partenaire, il y a le département qui donne 100 000 euros. Ensuite, vous avez la région qui donne à peu près 220 000 euros. Voilà. Donc ça fait 3 350 000 euros de financement public, et le reste, c'est nos recettes propres, qui sont composées des recettes de billetterie, à hauteur de 600 000 euros. À la billetterie en même temps, ouais. Du mécénat, voilà, on paye 150 000 euros de mécénat. Et puis après, comme nous, on fait de la production, on est producteur délégué de spectacle, on va avoir des sous de coproducteurs, cofinancer avec nous un projet, et puis nous, on va avoir les sous de diffuseurs de spectacle, on va diffuser le spectacle sur le réseau français ou étranger, selon nos productions. Okay. Et tout ça représente un budget à peu près de 5 millions d'euros, dans un bâtiment énorme, qui est une ancienne maison de la culture, un bâtiment qui fait 14 000 m², avec 3 salles. Ah, tu as 3 salles. Ouais, 3 salles. Une salle de 850, une salle de 250, une salle de 100. Et à l'intérieur, et ça je sais que tu vas y être sensible, sur la jeunesse, on a intégré une école de hip-hop, de danseurs hip-hop, voilà, puisqu'il n'y a pas de formation supérieure de hip-hop en France. Voilà, ils sortent du conservatoire, ils ont rien, on a créé une petite cellule d'insertion professionnelle pour 8 danseurs hip-hop. Là, tu touches deux petits sujets qui m'intéressent, c'est la jeunesse et la danse. Toi, je pense que tu as une programmation assez riche en danse. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être? Donc, est-ce que chaque directeur va évidemment choisir sa programmation? Qu'est-ce qui fait une jolie programmation pour toi? C'est pas la bonne question, mais qu'est-ce que c'est pour moi, c'est la bonne question, c'est qu'on se pose en permanence. Alors, je pourrais dire déjà, le geste de programmateur, c'est pas montrer aux gens ce qu'ils ont envie de voir. C'est peut-être, je crois que c'était Pierre Dac qui disait ça, c'est plutôt essayer de montrer aux gens ce que tu aimerais qu'ils voient et qu'ils aiment. Voilà, tu vois. Pour moi, c'est un travail de funambule, parce que évidemment, il faut des grandes œuvres très ouvertes, qu'on appellera plutôt grand public. Et moi, j'ai même rien contre l'idée que dans une programmation, il puisse y avoir du divertissement. Voilà, ce qu'on appelle le théâtre privé, tu vois, qui dit théâtre de divertissement. Et qu'à la fois, il y a des grandes œuvres à côté qui, avec des choses beaucoup plus âpres, beaucoup plus difficiles pour l'esprit. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment un travail de funambule et de travailler sur cet équilibre entre des choses très ouvertes et des choses peut-être un peu plus radicales, un peu plus performatives, un peu plus dans l'écriture de l'histoire de l'art, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a ça, cette obsession du programmateur, c'est quand même d'être reconnu et d'avoir pu écrire une petite part de l'histoire de l'art. Après, moi, avec cette limite, c'est que l'histoire de l'art, elle s'écrit, mais à un moment donné, elle va toujours aussi rencontrer un public. Voilà. Et que ce soit du chant, que ce soit de grands inventeurs d'art, voilà, à un moment donné, ces œuvres, elles rencontrent un public. Tu as utilisé le mot divertissement. Est-ce que, souvent on dit que c'est un mot vulgaire dans le monde du spectacle.
Est-ce que j'exagère? Oui. Vulgaire, alors, pas pour tout le monde. Déjà, la vraie question, c'est la question du public. Pour le public, c'est pas vulgaire, le divertissement. Il revendique même cette idée de divertissement. Et on est quand même bien un service public. À un moment donné, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais on est quand même bien un service public financé par de l'argent public qui doit rendre aux citoyens quand même l'investissement que le propre citoyen a fait en payant l'impôt. Donc, le citoyen il paye un impôt, il le confie à un élu politique qui sont élus pour le coup, et ces politiques te reconfient cet argent public pour un service public. Mais à la fois, il faut bien que ce service public, il corresponde quand même, quelque part, aux besoins, à l'envie, en tout cas aux réalités que peuvent imaginer le citoyen de ce service public. Sinon, ça marche pas. Et c'est là où il y a quand même un petit problème. C'est qu'on voit bien que il y a un questionnement citoyen, en tout cas, sur la production des œuvres dans des lieux comme les nôtres, des lieux publics. Et en ce moment, ça frictionne pas mal politiquement. Oui, il y a une partie des élus, une partie de la population qui s'interroge sur ce service public de la culture. Mais quand aussi, pour revenir à ce mot, pour que je comprenne mieux, le mot divertissement, tu le lis à la qualité d'un spectacle. Est-ce que quelque chose qui est divertissant est mieux, est moins bon que quelque chose de non divertissant, si je peux dire? Non, je ne pose pas à cet endroit-là. Le côté, voilà, Molière, par exemple, on pourrait dire, c'est un divertissement. Ouais. Est-ce qu'on a peur en français? Le mot divertissement, c'est quelque chose qui ne nourrit pas un peu l'esprit, si je peux dire. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Alors, sur Molière, c'est pour ça que je prends l'exemple de Molière, et à la fois, il nourrit l'esprit quand même. Exact. Et sinon, ça n'aurait pas traversé le temps. Ouais. Donc, en fait, ce débat, il n'existe pas. Il y a des œuvres qui sont plus accessibles que d'autres, certainement, dans le jeu, dans l'esprit, dans la mise en scène. Voilà, on va essayer d'aller chercher un peu le public. Et c'est pas grave, c'est hyper important. Et tu sais, moi je travaille beaucoup avec le conservatoire de Châlons, avec ces jeunes entre 16 et 19 ans, tu vois, et je me dis, mais ils vont quand même pas beaucoup au théâtre, quoi. Et je discute avec eux, et là je comprends que le spectacle qu'ils ont adoré l'année d'avant, c'est un spectacle classique. Voilà. Alors que moi je leur ai montré des œuvres très élaborées, en me disant, mais ils vont adorer, ils vont surkiffer ça. Pas du tout. Plutôt même un rejet. Par un ou deux qui disent, c'était formidable et tout. Ils disent, non, c'est ce classique, on a adoré ça. Vraiment, c'était ce Goldoni, c'était formidable, c'est notre plus beau truc. Et là, je comprends un truc. Mais d'ailleurs, c'est même pas que je ne comprends pas, c'est qu'il l'exprime. La prof l'exprime, elle me dit, mais tu sais, ils ont besoin de faire leur gamme. Et là, je comprends d'un seul coup. Et il y avait la prof de danse aussi qui me dit, mais moi, c'est exactement pareil. Ils veulent voir du spectacle en tutu. Alors que moi, je leur faisais des formes de danse que tu peux pas savoir. On est vraiment dans l'élaboration la plus totale. Et j'ai une excitation de spectateurs et de programmateurs à montrer ces trucs. Mais moi, j'en ai vu 200 avant. Et les trucs en tutu, je les ai vus, tu vois, machin et tout. J'ai vu Gisèle, j'ai vu Perret, tout. Et ce qu'ils veulent, c'est simplement revenir à la base, à l'origine, tu vois, avoir un bon Molière, un bon Goldoni, un bon spectacle en tutu, un bon Lac des Cygnes, ils surkiffent, tu vois, quoi. Pour faire leur gamme. Et après, ils vont pouvoir évoluer. Et puis, regarder des œuvres parfois plus complexes, plus difficile, plus âpre, voilà, mais bien ce regard, il faut quand même l'éduquer, quoi. Et après, je me suis projeté moi-même dans ma propre jeunesse, et je dois reconnaître qu'effectivement, j'avais la chance qu'il y ait un centre dramatique national dans ma ville, et j'étais très heureux quand il y avait un bon classique, et oui, et les premières pièces que j'ai montées dans le théâtre universitaire, c'était des classiques, voilà. Et après, je me suis intéressé au texte contemporain. Fascinant, c'est vrai. Mais c'est pareil pour la danse. Oui, donc parlons un peu de la danse aussi, mais c'est la même chose. C'est exactement la danse. C'est exactement la même chose. Et ça, c'est fascinant. Tu vois, les conservatoires sont remplis de jeunes filles plus que de jeunes hommes, si on peut le regretter, mais en tout cas, c'est la réalité, qui sont tous en petit tutu comme ça et tout, qui viennent jamais au spectacle. Jamais. Et quand ils viennent, ils ont même plutôt un truc, waouh!
Non, mais c'est pas la danse que je fais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, fascinant, très intéressant là. Et après, on se retrouvait dans ce qu'on appelle les galas de danse, dans les écoles privées et tout, qui ont très bien compris la mécanique, et qui, eux, vont présenter des trucs jazz beaucoup plus ouverts de cette danse contemporaine. On était quand même, on était loin, jusqu'à la non-danse. Ouais, c'est comme tout un mouvement. On dit, voilà, c'est de la non-danse. Alors, oui, moi j'adore, mais cette jeune fille ou ce jeune homme qui va voir pour la première fois une prise et une pièce de danse, c'est quand même difficile. Hormis s'il a ce choc émotionnel dont on parle souvent, tu vois, mais c'est 1 sur 50. Et les 49 autres, ben, on les laisse sur le carreau parce que ce qu'ils ont projeté, ce qu'ils ont imaginé, c'est pas la non-danse. Hein. Et en plus, ce qui était intéressant, la France à une époque était leader sur la danse contemporaine, on peut dire. Jacques Lang a encouragé la danse, où il y avait tous ces centres chorégraphiques. Bouvet Obadia, tu vois, Joseph Nagy, tu vois, tu avais vraiment des univers intéressants. Un mélange, aujourd'hui, c'est un mouvement moins, mais il y a tout un mouvement, il y a beaucoup plus un autre street dance. Oui, il y a à la fois ce mouvement, ces centres chorégraphiques produisent toujours des œuvres intéressantes. D'ailleurs, aujourd'hui, qui retrouve aussi une forme de public. À Marseille, par exemple, la Horde fait un travail extraordinaire et déclenche un désir, c'est un centre chorégraphique, voilà, et déclenche un désir extrêmement fort dans une jeunesse, tu vois. Alors ça, c'est presque antinomique à ce que je viens de te dire avant, avec le tutu-tout, parce que, mais c'est quand même un geste très ouvert, très large, très spectaculaire, je dirais presque. Alors, tu vois, on utilisait les termes de divertissement pour utiliser tous les termes de spectaculaire, parfois. Mais on oublie ça. La scène est là pour attirer les gens, pour les saisir. Et ensuite, quand on peut les émouvoir, l'important c'est qu'ils soient entertained. Entertain en anglais, c'est de entretenir presque quelque part. Donc, c'est pas la bonne, traduction entre l'anglais entertain et divertissement. C'est des petites observations que je partage avec toi. Alors, parlons justement la jeunesse. Est-ce que tu crées des spectacles, tu programmes des spectacles pour l'enfance? Oui, beaucoup. On a créé un festival qui s'appelle Les Utopiques, avec Olivier Letellier, qui est directeur de Très Tôt de France, qui a beaucoup travaillé sur la jeunesse, sur l'écriture contemporaine, justement, en direction de la jeunesse. Voilà, moi, c'est un fondamental. Si nos lieux ne sont pas traversés par la jeunesse, franchement, il vaut mieux les fermer, les raser, et puis on fait autre chose, quoi. Et quand je dis traversé par la jeunesse, ça doit être traversé par la jeunesse, par le public, mais également par les équipes. Voilà, moi je rêverais d'avoir une équipe, je dis, et je leur dis à eux, voilà, je leur dis souvent, on est une équipe vieillissante. Voilà, et il faut qu'on puisse embaucher des jeunes pour qu'ils puissent irriguer ces lieux, se les approprier, défendre d'autres gestes, et puis qu'on soit nous dans la transmission. Voilà, on n'est absolument pas propriétaire de ces lieux. Moi, je rêve même presque de plus programmer, d'avoir une bande de jeunes autour de moi qui seraient du sérail ou pas d'ailleurs, quoi, et qui se mettent en capacité de proposer une programmation. D'ailleurs, je le fais sur les écritures électro, tu vois, parce que moi, je suis pas un grand spécialiste de la musique électro, mais j'ai confié à un jeune comme ça la programmation électro du lieu. C'est extraordinaire. Parce que déjà dans ce geste, ils me font découvrir des choses, mais ils ont aussi tout un public, ils arrivent à s'adresser à beaucoup d'autres jeunes gens de leur génération. Ça, c'est formidable. C'est un geste qu'on doit partager. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est un peu dans les actions culturelles? Non, là c'est vraiment dans la programmation. C'est pas d'action culturelle. Quand je dis action culturelle, comment on peut définir les actions culturelles? Les actions culturelles, comment on peut définir les actions culturelles? C'est effectivement tout l'accompagnement ça allait vers les écoles. Mettre en place. Alors, bien évidemment, il y a toute autour de la communauté éducative, travailler avec les enseignants, travailler avec les élèves, donner des clés de médiation pour se rapprocher de l'œuvre, la rendre plus accessible, plus lisible, avant, après.
voilà, c'est toute cette rencontre de préparation au spectacle. Alors, Est-ce que je dis bien au spectacle en termes général, parce que il faut la sortie culturelle, c'est quand même aller voir un spectacle. Et ça, c'est quand même génial de travailler autour. Il n'y a aucune évidence pour personne d'aller voir un spectacle. Mais de moins en moins, on a tous plein d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus utiles que d'aller voir un spectacle. Et beaucoup plus jouissif aussi d'aller voir un spectacle. Il faut se mobiliser, c'est ailleurs. Voilà. Alors, après, moi, je trouve qu'il faut, dans cette action culturelle, travailler au corps cette sortie. Voilà, de l'avant. Qu'est-ce qui peut être plaisant dans le avant? Qu'est-ce qui peut être plaisant? Alors, tu vois, aussi, ça peut être simplement aller manger une crêpe avant le spectacle aussi. Hein. Ou ce que je dis souvent aux enseignants, de faire un petit voyage en bus ensemble. Quand on est gamin, on adore, tu vois. Et puis moi, je propose que ce soit plutôt le soir, cette sortie culturelle, quoi. Parce que le soir, il fait nuit, on peut s'imaginer plein de choses, on peut faire des bêtises, on peut, voilà, il y aura des aventures qui vont se passer, tu vois. Et puis on va être mélangé avec d'autres gens. C'est le rituel. Qui vont parfois avoir une odeur désagréable, tu vois. Mais c'est ça, c'est être ensemble, c'est la communauté, tu vois, quoi. Donc il se passe quelque chose, quoi, voilà. Et bon, voilà, donc l'action culturelle va être aussi de préparer toute cette médiation qui va jusqu'à découvrir un lieu de culture. Et dans le théâtre que je dirige, moi j'ai inventé une salle de classe permanente où les enfants viennent passer une semaine en immersion dans le théâtre. Ils mangent, la cour d'école c'est dans le théâtre, la cantine est dans le théâtre, ils font une salle pour faire classe, une salle pour faire du théâtre, ils sont accompagnés avec un artiste, ils construisent un projet sur l'année, avec un parcours artistique, etc., etc. Comme une classe de beige, comme une classe verte. Et ça, c'est génial ce que ça produit. Et moi, j'ai qu'un seul rêve, c'est que ces gamins, plus tard, où qu'ils soient, dans quelle ville qu'ils soient, s'ils passent devant un théâtre, ils disent, cet endroit peut m'appartenir, j'ai le droit d'y rentrer, j'ai le droit de prendre une plaquette, et j'ai le droit d'aller voir un spectacle, ça m'appartient. Et en ayant vécu une semaine dans un théâtre, qui nous est très imposant, tu vois, ce bâtiment très Le Corbusier, tu vois, dans sa forme immense, tout en béton et tout, pas facile d'accès, et ben la magie se produit immédiatement. Et ces enfants s'approprient le lieu. Et je me rappelle, le premier jour, la première salle de classe qu'on fait, l'enseignant vient me voir, catastrophé, il me dit, je suis désolé, monsieur le directeur, mais les enfants veulent faire un cache-cache. Je dis, mais c'est merveilleux, il me dit, c'est tous les cache-cache au monde. Est-ce qu'un artiste doit être un pédagogue quelque part pour la transmission? Non, des artistes peuvent être des pédagogues, d'autres non. Enfin, je crois, non, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de format, il n'y a pas de. Voilà, c'est justement cette espèce de liberté qui fait que voilà, certains sont plus pédagogues que d'autres seront plus. Même dans la direction d'acteurs, c'est aussi très différent, tu vois. Et, non, c'est cette diversité qui est absolument géniale. Je pose la question parce que souvent l'artiste est tellement conscient de l'histoire qu'il transmet, qu'il est au service d'un rôle. Et des fois, de trouver avec des enfants ou des jeunes, de pouvoir aussi transmettre. C'est une question que... Non, mais c'est très intéressant. Par exemple, on travaille beaucoup aussi avec les enfants placés, les enfants de l'ASE. Donc, c'est le département qui s'occupe de ces dispositifs. Ça s'appelle l'art pour approcher. Donc, on organise des stages pour eux, des stages de théâtre. Et l'artiste que je choisis pour intervenir c'est très difficile à trouver parce que tout le monde ne peut pas faire ça, tu vois. Et c'est ça qui est d'ailleurs très chouette, quoi, tu vois. Et quand la magie s'opère, je sais que tu peux pas proposer ça à n'importe qui. Voilà. Théâtre subventionné, théâtre privé. C'est toujours deux mondes opposés dans le système français. Je pense qu'il est un peu à Londres aussi. Les deux mondes peuvent coexister. Alors, c'est marrant parce que je savais qu'on allait parler de ça et quand j'ai pensé à JTN, ce lieu, donc là on est le Jeune Théâtre National, moi je pense que cette question est une question qui a beaucoup évolué. Moi quand je suis arrivé en 1999, 2000 aussi, voilà, un comédien qui sortait du Conservatoire national de Paris, du Théâtre national de Strasbourg, il devait jouer dans le public, que dans le public, et rien que dans le public.
Et si jamais il y a un écart, eh bien, il retravaillerait. Et Jamais. il ne retravaillerait jamais. Et c'est cette génération d'actrices, d'acteurs, qui aujourd'hui, tu vois, leur calamie, elle passe du privé au public. Laurent Lafitte. Laurent, il était ici. Tout le monde se moquait un petit peu de lui, tu vois, parce que il n'était pas dans le théâtre public, il écrivait ses petits sketchs. Quelle carrière, comédie française, et puis l'alterne public, privé, voilà. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ces artistes, ils travaillent d'un côté, de l'autre, peu importe, c'est leur carrière. Quand Philippe Torreton, on en parlait, vous avez rencontré avec lui hier, il va dans le privé, dans le public. Donc ça a quand même beaucoup changé. Je suis très vieux, mais c'est pas tant de sens que ça, quoi. C'est 2000, et aujourd'hui, on est en 2026, tu vois, 25 ans, 26 ans. 25 ans, 26 ans, ça a beaucoup évolué. Donc, cette différence, d'où elle vient? Après, elle est extrêmement simple, c'est une différence de marché. Pour moi, elle est juste économique. À un moment donné, le théâtre privé, et je parle pas de genre, il va devoir rentabiliser un investissement et éventuellement gagner de l'argent sur cet investissement. Tout simplement. C'est son modèle économique. S'il n'a pas ça, ça n'existe pas. Ça ne marche pas, ça fait. Donc, il y a une réalité économique. Dans le théâtre public, le théâtre subventionné, aidé, cette idée de la rentabilité existe maintenant, parce qu'on ne fait plus n'importe quoi, et moi, j'ai d'ailleurs jamais fait n'importe quoi, mais en tout cas, la pression économique existe bien, voilà, sauf que la prise de risque va être plus forte, parce qu'on n'est pas obligatoirement obligé de rentabiliser la production, et de gagner de l'argent avec, c'est bien, mais c'est quand même pas la priorité absolue. On peut regretter, mais en tout cas, c'est pas la priorité. Donc, on voit bien qu'on va pouvoir, d'un côté, avoir l'assurance d'un financement public qui va permettre de creuser, d'aller peut-être plus loin, une prise de risque, tu vois, importante sur l'œuvre, qui va pouvoir faire une œuvre performative, sur une écriture contemporaine, avec un risque de distribution très large, parce que voilà, on peut se le permettre, avec un gros décor, avec des conditions techniques très développées. Et puis de l'autre, où la prise de risque, il va falloir la mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une grande distribution, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un grand décor, etc., etc. Mais en tout cas, la prise de risque elle est maximale, puisque c'est de l'argent qu'il va falloir trouver quelque part, quoi. Il va falloir le trouver en face avec les spectateurs. C'est les spectateurs qui vont financer. Est-ce qu'un spectacle privé peut se trouver dans le subventionné? Alors, déjà, la question n'existe que pour le théâtre, puisque dans la danse, la production de danse, pour partie privée, bien souvent, hormis les CCM, etc., donc on accueille. La musique, on ne fait que ça, c'est 90% du privé qu'on accueille. Le cirque, c'est bien souvent des cirques qui sont du secteur privé, voilà, il y en a dans le secteur public, quelques compagnies, mais en tout cas beaucoup dans le secteur privé, pas de problème. Bon, les arts plastiques, c'est beaucoup du privé, voilà, il n'y a pas non plus cette question-là. Donc la question n'existe que pour le théâtre. Intéressant. Et voilà, moi je pense que oui, il faut trouver les ponts. J'ai aucun problème à présenter un spectacle de Michalik, par exemple, voilà, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, même moi qui suis dans une ville, si tu veux, où il n'y a pas de concurrence, c'est une petite ville de 40 000 habitants, et on est assez hégémonique. Si je n'ai pas cette attention à ouvrir sur d'autres formes que je ne porte pas moi, ce serait priver les gens quand même de tout un axe artistique dit privé, dit de divertissement. Voilà. Donc moi j'ai trouvé un accord avec Pascal Legros Productions qui vient présenter dans la scène nationale, hors de programme, mais qui vient présenter dans le salles de conditions des spectacles de théâtre dits privés. Ok. Et donc il n'y aura pas une question, par exemple, si un spectacle de théâtre public va dans le privé, on est en train d'utiliser les fonds de l'État pour faire du profit. Non, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Pas tout le monde le fait pas. Mais on le fait beaucoup. Moi, j'ai produit un musical qui s'appelle Musical Colette, qu'on a produit dans le public et qu'on a tourné beaucoup dans le privé. J'ai même pris un tourneur privé qui le fait tourner. Voilà. Après, c'est des histoires d'économie. Moi, il y a une économie dite scène nationale, comme on l'a fait. Voilà, il y a un prix qui est un prix fixe pour les scènes nationales,
Voilà, et puis pour le reste, pour notre réseau, le prix est beaucoup plus libre. Donc toi, tu as envie de créer ces ponts. J'ai envie, en tout cas, beaucoup. Alors, tous les artistes ont déjà envie, parce que quand tu leur dis aux artistes que tu vas peut-être éventuellement pouvoir jouer 3 mois à Paris, si tu veux, accepte bien de jouer dans le privé, donc ils ont tous envie. Voilà. Après, encore une fois, c'est un modèle économique. C'est l'économie qui est au cœur du système privé. Et moi, j'ai rien contre, il faut juste le savoir, quoi. Hein, et après, les deux mondes peuvent se rencontrer sans aucun problème. Toutes les œuvres ne pourront pas aller dans le privé. Toutes les œuvres du privé ne peuvent pas aller dans le public. Mais il y a un chemin entre les deux qui est largement exploité. D'ailleurs, aujourd'hui, ça existe. Quand on voit tout ce qui se passe dans les théâtres privés parisiens, bien souvent, et ça a une origine dans le public. Tu es le mari d'une artiste, une metteuse en scène. Vous parlez de quoi à la maison? De l'art ou de PSG? Alors, écoute, moi j'aurais plutôt tendance à avoir aussi envie de parler du PSG, pour essayer de vivre. Mais non, elle n'est pas tellement sport et encore moins football. Voilà. Et après, non, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle souvent de communauté. Comment on fait communauté ensemble? Voilà, la communauté de spectateurs du sport, la communauté spectateurs spectacle, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de communier ensemble. Et ça, je trouve ça très beau. Ça, on en parle souvent. Comment on peut communier au sport et comment on peut communier dans une salle. Okay. Alors, pour terminer, j'ai des petites séries, des petites questions, tac au tac. Tu réponds à ta guise. Si tu étais une chanson. Arnaud, les yeux de ma mère. Arnaud, les yeux de ma mère. Je ne connais pas du tout. Arnaud, les yeux de ma mère. Je ne sais pas. Ok. Si tu étais un instrument de musique. Une guitare. Tu joues? Parce qu'on se balade partout. Ouais. Très mal. Tu chantes? Très mal. Si tu étais un auteur. Un auteur. Ouais, quand même, Shakespeare. Non. Oui, c'est incroyable. Un animal. Un animal. Un lion. Oui. Tu es né quel mois? Mais. Ah, donc. Tu as y aller au regret. Un lion, très bien. Un sportif. Un sportif, alors moi je suis fasciné par Zidane. Ah, Zidane. Zizou, c'est un dieu. Tu aimes le foot aussi? J'adore le foot. Très bien. Et c'est quelle ton équipe que tu suis le plus? Alors, mon cœur c'est du côté de Marseille, et à la fois quand je regarde les matchs du PSG en ce moment, je suis totalement ébloui. Voilà, pour moi c'est des danseurs, tu vois, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à produire dans le collectif comme ça. T'as des phases de jeu qui sont bonnes. Tu trouves pas que un exemple d'une équipe qui réussit comme le PSG actuellement, c'est parce qu'il y a cet esprit de troupe plutôt que d'individu? Oh ben, oui, si, évidemment. Mais il y a des parallèles, je remarque, parce que souvent, quand il y a trop une tête d'affiche, il y a un déséquilibre, tandis que là, on est tous au service de l'œuvre. Oui, à la fois, c'est des époques où il y a eu des équipes qui étaient au service d'un homme, au service de Messi, au service de Zidane, voilà. Oui. Là, les époques changent et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est bien de faire collectif et que... Après, au PSG, ce qui est compliqué, c'est quand même que c'est tous des niveau de ouf. Ouais, donc, bon, même s'ils ont moins de notoriété, peut-être qu'avant, quand il y avait Neymar ou Messi, mais en tout cas, il y a quelque chose du collectif, qui est certainement en train de revivre dans le sport, et par, en tout cas, l'équipe du PSG, ça c'est sûr. Alors, parlant de ça, est-ce que, petite question, où va le théâtre aujourd'hui en France? Il y a des coupures budgétaires, on voit de moins en moins de spectacles avec beaucoup d'artistes sur scène. Quel est ton point de vue là-dessus? Moi, je vais être cash, Mais c'est ça que j'entends de toi. Je veux dire, moi, j'ai commencé, alors c'est marrant, on est dans ce lieu, voilà, donc le Jeune Théâtre National. À l'époque où je commence, donc on est en 99-2000,
Il y a 3 écoles supérieures d'art dramatique en France, le TNS, le Conservatoire et l'ENSAT. Voilà, et l'ENSAT a un statut à part parce que c'est l'éducation nationale, les 2 autres au ministère de la Culture. Et puis, pas mal d'autres écoles autour qui sont plutôt un peu l'antichambre de gens qu'on forme pour entrer soit au Conservatoire, soit au TNS, soit à l'ENSAT. Voilà. D'un seul coup, on a décidé qu'il fallait qu'il y ait beaucoup d'écoles d'art dramatique supérieures, voilà, donc leur donner un statut, très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est à 12 écoles supérieures d'art dramatique. Donc, on passe de 3 à 12. Avec des cohortes chacune entre 10 et 15 personnes dans chaque école. Donc si vous multipliez tout ça, voilà, que vous multipliez depuis ce système depuis 15 ans, vous voyez quand même un champ d'actrices, d'acteurs qui sortent qui est colossal. Voilà, quoi. Pas de problème. C'est un projet d'État. On décide qu'il y a des écoles supérieures d'art dramatique, de former, c'est une filière, de former à côté des administrateurs, les écoles se multiplient, etc., etc. C'est une vision étatique du développement d'une filière. Pas de problème. Après, il faut l'assumer. Il y a comment on fait pour assumer ça. Il faut derrière avoir une politique extrêmement engagée en faveur de la culture et de l'art en général. Bon, moi je dois constater que cet engagement politique, il n'existe pas. Aujourd'hui, au contraire, on est dit, ça coûte trop cher tout ça, donc il faut réduire. Ok, s'il faut réduire, c'est encore une fois une politique d'État, fermer des écoles supérieures d'art dramatique. Régulons la filière. Sinon, on développe la filière, j'en serai le premier à aller, c'est ce que je plaide, développons, et voilà, et plutôt que de fabriquer de jeunes gens qui ne vont pas avoir de boulot, qui ne vont pas pouvoir s'insérer professionnellement et pour qui ça va être très dur, fermons les écoles. Voilà. Voilà. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'actrice, l'acteur formé, comme il a moins de boulot, qu'il a moins de rôle, etc., il va essayer d'être son propre producteur, donc générer ses propres projets. Alors là, on a un effet de démultiplication qui est énorme. Et encore une fois, quand on parle de ça, on parle de théâtre. C'est pas du tout la même chose dans la danse, c'est pas du tout la même chose dans le cirque, c'est pas du tout la même chose dans la musique, il y a encore d'autres circuits. C'est dans le théâtre. Donc on parle d'une suroffre de théâtre, mais qui est une suroffre qui a été organisée par l'État. Parce que je veux dire, des écoles supérieures, c'est pas nous qui les avons créées, hein. Je veux dire, c'est l'État qui les a créées. Donc soit elle l'assume, auquel cas on se donne les moyens dans le lieu de pouvoir créer, démultiplier l'offre culturelle sur ce territoire, soit on ferme les écoles. Voilà. Je suis assez pragmatique là-dessus. Mais c'est pas ma décision. La décision, on a bien compris, c'est qu'on est... on t'a pas mis à toi, là. Alors, pour dernière petite question, si tu étais un arbre. Un chêne. Pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment issu de la campagne, tu vois. J'ai coupé mon bois, j'ai fait l'affouage avec mon grand-père. Et tu vois, c'était le chêne, cette odeur, ce truc. Enfin, voilà, et puis quand tu fends le chêne, tu tapes une fois, ça éclate comme ça. Et après, dans la cheminée, ça crame longtemps, t'as encore l'odeur du chêne qui craque. C'est beau, voilà. Ça met longtemps à pousser. C'est magnifique, le chêne. Il y a eu des glands, enfin, tu vois. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien.